Bien, alors on va s'intéresser maintenant à la première des réactions de chimie clique qu'on peut utiliser dans les systèmes vivants. Et elle s'est basée sur un des groupements qu'on a déjà vu la dernière fois, puisque dans la ligation de Staudinger, on utilisait des groupements azotures, donc groupement N3, que vous voyez ici. Et on s'est dit, ces groupements-là ont l'air quand même plutôt bien adaptés à ce genre de stratégie parce qu'ils sont tout petits. Globalement, ils sont non chargés, puisque ce sont des dipôles avec une charge plus, une charge moins, mais donc globalement c'est neutre. Ils sont très stables, ils sont assez bien bio-orthogonaux, puisqu'ils ne sont pas toxiques, ils ne réagissent pas avec les molécules du vivant, ou très peu. Donc on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres réactions dans lesquelles on peut utiliser ce genre de groupement-là? Et il s'avère il y a un type de réaction. Alors c'est de la chimie que vous connaissez sans doute pas encore, puisque là on va pas du tout parler de nucléophiles qui attaquent des électrophiles. Donc les mécanismes que vous connaissez ne marchent plus ici. C'est ce qu'on appelle les cycloadditions. Alors même si vous connaissez sans doute pas encore le mécanisme, c'est pas très compliqué à comprendre si vous rentrez pas dans les considérations trop physique, on va dire, d'aller regarder les orbitales, etc. Et si vous regardez juste en termes de structure et d'atomes, c'est relativement simple à comprendre et vous pourriez même comprendre ça avec la chimie que vous connaissez, c'est-à-dire les flèches d'attaque de nucléophiles sur des électrophiles. De toute façon, on ne va pas voir le mécanisme ensemble, ça sert à rien. Mais voilà, si vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à me poser la question dans Discord. Donc c'est ce type de réaction qui a été identifié. Alors, un type en particulier, c'est la cycloaddition qu'on appelle 3 plus 2. Alors pourquoi 3 plus 2? Parce que tout simplement, vous avez un groupement de 3 atomes qui réagit avec un groupement de 2 atomes. Donc si vous voyez une cycloaddition 3 plus 2, 3 plus 2 ça fait 5, ça veut dire que vous formez un cycle à 5, tout simplement. Alors des cycloadditions 3 plus 2, il y en a plein. Et celle à laquelle on s'est intéressé, c'est la cycloaddition 3 plus 2 entre un alcyne, que vous avez ici en vert, donc une liaison triple, voilà, et puis un azoture, donc un groupement N3, le groupement dont on a parlé hier et tout à l'heure. Donc quand vous faites réagir ces deux groupements ensemble, selon un mécanisme assez spécial, eh bien, il y a un réarrangement des électrons en fait, et vous cliquez les deux ensemble, et vous créez un cycle à 5. Vous cliquez par les deux positions ici extrêmes les deux positions de l'alcyne et puis les deux positions terminales, on va dire, de l'azoture. Okay, donc vous créez ces deux nouvelles liaisons là. Voilà. Ça c'est une réaction qui est assez vieille. Alors je serais plus capable là, de vous dire de quand elle date, mais dans mes souvenirs c'est à peu près des années 50, quelque chose comme ça. Et donc on forme ici dans cette réaction ce que vous voyez, un cycle à 5 avec 3 azotes et puis 2 carbones, et puis ces deux doubles liaisons, ça s'appelle un triazole. Bon, cette réaction est assez ancienne et vous voyez que les conditions dont vous avez besoin pour faire cette cycloaddition sont assez dures. Pour qu'un azoture et un alcyne réagissent ensemble, il faut chauffer assez fort, 100 degrés, c'est même un minimum. Il faut mettre sous pression pour arriver à former ce cycle à 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette réaction a une cinétique assez lente. Et en plus, c'est pas dans l'eau que ça se passe. Donc une cinétique assez lente, dans un solvant organique, sous pression, etc. Donc évidemment, pas une réaction compatible avec les systèmes biologiques. Cette réaction, elle s'appelle aussi la cycloaddition de Huisgen, qui est le chercheur qui a découvert cette réaction juste avant les années 50. Alors cependant, on s'est dit quand même,
cette réaction, elle ne marche pas dans l'eau, il faut chauffer, etc. Mais elle a quand même un énorme potentiel parce que regardez les deux groupements qu'on est en train d'utiliser. Un groupement azoture dont on a dit que il était bien bioorthogonal et qu'il serait très pratique pour nos réactions in vivo. Et le deuxième qui ça fait intervenir, c'est un groupement alcyne. Donc là, c'est euh, le plus petit groupement que vous puissiez imaginer, puisqu'il y a deux carbones qui ne sont pas des hydrogènes. Il y a deux atomes qui ne sont pas des hydrogènes, c'est deux carbones. Donc on peut difficilement imaginer un groupement plus petit, une modification plus petite à introduire sur une biomolécule. Donc on s'est dit, il y a quand même un potentiel extraordinaire ici pour faire une réaction qui soit compatible avec les milieux vivants. Surtout qu'en plus, l'alcyne, c'est comme l'azoture. C'est deux groupements qui, du moins dans les conditions classiques physiologiques, ne réagissent pas avec les alcools, les amines, l'éthiol, les acides carboxyliques, etc. Parce que ce ne sont pas des nucléophiles et ce ne sont pas des électrophiles. Bon, alors c'est bien beau qu'une réaction ait du potentiel, mais bon, pour l'instant ça ne marche pas. Mais on en arrive au début des années 2000 où Sharpless, donc celui que j'ai cité dans la vidéo précédente pour avoir défini le concept de chimie clique, qui est en fait une définition de la réaction chimique idéale, et bien Sharpless a revisité cette réaction-là justement pour essayer de maximiser son potentiel, et il a découvert que si on mettait l'azoture et l'alcyne ensemble, si on rajoutait une quantité infime de cuivre 1, comme catalyseur, eh bien, cette fois, la réaction pouvait se faire à température ambiante, et avec d'excellents rendements. Ok, donc vous voyez, en fait, les structures qui sont dessinées sont exactement les mêmes qu'à la slide précédente, mais voilà, il y en a une que vous faisiez dans un solvant organique à plus de 100 degrés sous pression, et il y en a une autre que vous faites dans l'eau à température ambiante et à pression ambiante. Donc c'est un énorme progrès et une énorme avancée qui fait de cette réaction un candidat idéal pour une réaction de chimie clique. Ça répond pratiquement à tous les critères de la chimie clique. Alors attention, là on parle de chimie clique, mais dans le sens où les chimistes, purs chimistes organiciens l'entendaient, ou l'entendent toujours. Ok, ça peut avoir des implications dans tous les domaines, mais il y a toujours quand même si c'est une grande avancée, il y a toujours quand même quelque chose qui va poser problème ici, dont on va parler après. Là, je vous ai mis les références de ces articles pionniers en bas de cette slide, que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, si vous vous intéressez à la chimie clique ou que vous êtes amené à l'utiliser dans un de vos projets. Ça, c'est les articles vraiment fondateurs de ce type de chimie. Alors, cette réaction, je vous ai mis les 3 petites étoiles, parce que c'est sans conteste la réaction de chimie clique la plus importante. À tel point que, en fait, les gens qui connaissent pas trop le domaine, quand ils parlent de chimie clique, ils veulent en fait dire la CuAAC, cette réaction-là, la cycloaddition entre un azoture et un alcyne. Alors attention quand même, essayez de ne pas tomber dans ce piège-là, vous. La chimie clique, c'est un ensemble, une famille de réactions qui répond à certains critères. Donc il y a beaucoup de réactions qui peuvent être cataloguées comme réactions de clique, et celle-là, c'est une d'entre elles. D'accord ? C'est pas synonyme de chimie clique. La CuAC est une réaction de chimie clique, mais il peut y avoir d'autres réactions de chimie clique qui ne sont pas de la CuAC. On va en voir d'ailleurs 2 autres juste après. Bien. Donc je vous ai mis les 3 petites étoiles. Retenez ça. Retenez ces 2 structures. Azoture, alcyne. Alors quand on parle d'alcyne ici, vous voyez, c'est un alcyne terminal, c'est-à-dire qu'il y a un groupement d'un côté, mais pas de l'autre. Donc au bout de la triple liaison ici, il y a un hydrogène. Okay ? Ça ne marche pas
avec des alcynes internes par exemple. Je vous ai mis ici le mécanisme de la réaction. Alors évidemment, je ne vous demande pas du tout ni de le retenir, ni même forcément de le comprendre. Au-delà du fait qu'il y a des atomes de cuivre qui sont impliqués et qui vont venir complexer vos groupements alcynes. Mais juste pour vous montrer, voilà, regardez, cette réaction, elle a été elle a été découverte, la catalyse au cuivre qui accélère énormément la réaction a été découverte tout début des années 2000. Alors, je vous ai mis un article de 2002, mais ça a été découvert plutôt en 2001. Et puis là, c'est un mécanisme qui a été élucidé, découvert en 2013. Donc il s'est passé quand même plus de 10 ans, pendant lesquels on n'avait aucune idée de comment le mécanisme fonctionnait exactement. Et ça ne nous a pas empêché de mettre au point des outils, de développer cette réaction et de trouver des milliers d'applications dans tous les domaines. Ok, donc ce que je suis en train de vous dire, c'est vous n'êtes pas des chimistes, le mécanisme c'est une chose, mais il n'y a pas forcément besoin de comprendre le mécanisme de cette réaction-là pour savoir l'utiliser. Alors le problème dont je vous parlais qui reste quand même, c'est que si on introduit une catalyse au cuivre, bien, si vous connaissez un petit peu les métaux, vous pouvez vous dire, ça c'est pas idéal, parce que le cuivre c'est un métal, surtout le cuivre 1, qui a des propriétés toxiques. Et donc, même si l'azoture et l'alcyne sont des groupements qui sont bio-orthogonaux, qui ne vont pas perturber le vivant, si on rajoute du cuivre dans le milieu, là on risque de perturber le vivant et d'introduire une certaine cytotoxicité. Alors, comment est-ce que ça marche? En fait, le cuivre 1 va accélérer, entraîner, si vous préférez, la formation de ROS, des espèces réactives de l'oxygène. Donc, augmenter la production de radicaux libres, la production d'anions superoxydes, d'oxygène singulé, etc., etc., dans la cellule. Et ça, vous savez sans doute que ça constitue une bonne partie du stress oxydant et que c'est toxique pour les cellules. Ok. Donc, à conséquence à long terme, c'est que ces ions cuivre 1 empêchaient la division cellulaire et entraînaient souvent une apoptose. Donc typiquement, si vous utilisez le catalyseur au cuivre dans de trop grandes quantités sur, je vais prendre ici un modèle classique en biologie, pour ce type d'étude qu'on va voir juste après, qui est le zébrafish, le Danio rerio, le poisson que vous avez ici rayé. Vous avez peut-être déjà dû voir ça dans le passé, c'est un modèle biologique très courant. Eh bien, si vous faites des études utilisant trop de catalyseurs au cuivre sur des embryons de zébrafish, les embryons ne se développent pas, tout simplement. Okay, donc la toxicité, elle est bien là et elle est problématique pour les applications in vivo. Et donc, on a trouvé la parade. Une première parade, du moins. Donc, la première parade, c'est de dire on a besoin des ions cuivre 1. Donc les ions cuivre 1, c'est des ions Cu+. Mais ces ions cuivre 1 sont toxiques, introduisent une toxicité qui est trop grande. Par contre, les ions cuivre 2, donc les ions Cu2+, eux sont beaucoup moins toxiques. Il y en a d'ailleurs dans les cellules vivantes, à faible concentration certes, mais il y en a. Il y a des enzymes qui fonctionnent au cuivre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen, tout simplement, au lieu d'introduire des ions cuivre 1, c'est d'introduire des ions cuivre 2 et puis de générer in situ des petites quantités d'ions cuivre 1 qui vont suffire à catalyser notre réaction de Click. Il s'avère que c'est tout à fait faisable puisque pour transformer des ions Cu2+ en ions Cu+, il suffit de les réduire
Et dans le vivant, il y a des réducteurs, des très bons réducteurs, qui sont capables de faire ça, notamment la molécule que vous avez ici. Si vous ne la reconnaissez pas, je vous présente l'acide ascorbique ou vitamine C. D'accord ? Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que on a identifié une réaction qui au départ ne marchait pas dans l'eau, entre un azoture et un alcine. On a découvert qu'en rajoutant des ions Cu+, on pouvait la faire marcher dans l'eau à température ambiante très bien, mais que c'était toxique. Pour répondre à ce problème, on est en train de dire ici, plutôt que d'ajouter des ions Cu+, comme additif de ma réaction, je vais rajouter un mélange, ion Cu2+, ascorbate. Les ions Cu2+, sont beaucoup moins toxiques, et puis les ascorbates, évidemment, c'est de la vitamine C, ça c'est pas toxique. Au contraire. Ok ? Donc en faisant ce genre de stratagème, en fait, on est capable de réduire la toxicité en réduisant tout simplement la concentration d'ion cuivre 1 Cu+, à tout instant de la réaction, puisqu'en fait on va simplement les produire au fur et à mesure qu'on en a besoin. Alors j'ajoute à ça qu'en plus on règle un autre problème de la CuAC ici, c'est que les ions Cu+, souvent on doit les introduire sous forme de sel d'halogénure, donc du CuI, du CuBr, du CuCl, le plus souvent du CuI, ce qui est le plus efficace. Mais ces sels-là ont en plus un problème de solubilité dans l'eau, ils sont relativement peu solubles dans l'eau. Alors que les ions Cu2+, on peut les introduire sous forme de CuSO4, donc de sulfate de cuivre, qui sont sans doute... le sulfate de cuivre, c'est sans doute une molécule que vous connaissez et que vous avez vue au lycée, voire au collège, qui vous donne des solutions d'un bleu éclatant. Et c'est souvent une molécule inorganique qu'on utilise en TP dans le secondaire pour illustrer pas mal de choses en chimie. Donc c'est le CuSO4 qu'on va utiliser ici, donc, qui vous donne ces solutions bleues. Bien. Donc ça c'était la première amélioration, l'utilisation d'un système catalytique CuSO4 ascorbate qui permet de diminuer la toxicité. Ça a été la première amélioration, mais pas la seule. Et la deuxième amélioration, là, elle est un petit peu plus corsée à comprendre d'un point de vue chimique pour vous, mais je vais vous la présenter quand même parce que ça veut dire qu'il faut utiliser un réactif en plus dans la réaction. Cependant, les structures en elles-mêmes, là je ne vous demande pas de les retenir, je vous demande de savoir les reconnaître si je vous les présente, mais pas de les retenir par cœur évidemment. Donc cette deuxième amélioration, c'est d'utiliser des ligands. Au lieu d'utiliser du cuivre, des atomes de cuivre, enfin des ions cuivre tout seuls, des ligands qui vont chélater ces atomes de cuivre. Alors il y en a plusieurs, on les nomme sous forme de certains acronymes. Vous avez le TBTA qui a été le premier, puis ceux qu'on utilise de nos jours, là, qui ont été développés il y a moins longtemps, c'est le BTTA, le BTTE. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que tout ça. Mais ils marchent tous un petit peu de la même manière, ils ont tous des structures un petit peu identiques, à quelques substituants près, que vous avez ici. Voilà. En fait, ce sont des ligands tétravalents, c'est-à-dire que vous avez des ligands qui vont avoir 4 azotes. L'azote ayant une bonne affinité pour le cuivre va faire des liaisons. C'est des liaisons non covalentes, hein, mais c'est de la chélation. Avec le cuivre, donc des liaisons ioniques. La géométrie de la molécule va faire que ces ligands vont
former une espèce de cage autour de l'atome de cuivre. Et ça fait encore perdre de la toxicité. Ok. Donc, première solution pour diminuer la toxicité, c'était d'utiliser des ions cuivre 2 qui sont convertis en ions cuivre 1 en faible quantité in situ au fur et à mesure de la réaction. Donc on diminue la concentration en Cu+, à un instant T. Mais en plus, les ions Cu+, qui vont être formés vont pas être seuls en solution, ils vont être chélatés par ces ligands-là, ce qui diminue encore leur toxicité. Okay, parce qu'ils sont beaucoup moins capables de catalyser la formation de ROS, d'espèces réactives de l'oxygène, de radicaux libres, etc., sous cette forme-là que sous la forme nue. Mais par contre, même en présence de ces ligands-là, le cuivre chélaté est tout à fait capable de catalyser la réaction de CuAC, mais on va dire que c'est même pas le seul aspect, c'est que non seulement elle est toujours capable de catalyser, mais même la réaction est accélérée en présence de ces ligands-là. Ça, c'est parce qu'en fait, les atomes d'azote qui chélatent le cuivre sont riches en électrons, donc vous avez plus d'électrons autour du cuivre, et cette densité électronique accrue améliore la cinétique de la cycloaddition. Donc voilà la réaction sous sa forme finale, celle qu'on utilise aujourd'hui et qu'on appelle la réaction de chimie clique pour faire les réactions in vivo. C'est une réaction entre une molécule qui porte un azoture, N3. Alors à chaque fois je vous le mets ici et sous sa forme développée pour que vous preniez l'habitude de le voir, mais évidemment la plupart du temps, et vous ferez pareil, on écrit tout simplement N3, on ne développe pas toujours la structure de cette manière-là. Donc entre un azoture, ici en vert, et puis un alcyne, donc ici en rose, un alcyne terminal. Mais ce qui est important, c'est ça, pour que la réaction marche bien dans l'eau, à pH 7, à température ambiante, et ne soit pas toxique, ou soit peu toxique, on doit utiliser un système CuSO4 plus ascorbate plus ligand. Donc ici, BTTAA, je vous ai mis celui-là parce que c'est celui que moi j'utilise au laboratoire quand je fais ce type de ligation-là. Et donc vous formez ce triazole dont on a parlé tout à l'heure, qui est tout simplement le pont que vous créez entre vos deux molécules que vous vouliez relier. Voilà, donc cette réaction est tout à fait utilisable in vivo. Vous en avez un exemple ici sur des embryons de zebrafish. Voilà, donc ça peut être utilisé pour faire des marquages. Je ne vous dis pas encore ce qui a été marqué ici sur ces embryons-là, mais on va voir quelques exemples. Alors simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous montre juste vite fait les structures des ligands dont je vous ai parlé. Je ne vous les ai pas tous mis, mais je vous en mets 4 pour que vous voyez un petit peu l'idée. En fait, à chaque fois, vous avez un atome. Alors, je vais me baser sur celui en bas à droite. Voilà. Parce que, en gros, pas juste parce que c'est celui que j'utilise, mais aussi parce que, en fait, c'est, on va dire, le meilleur compromis entre facilité de synthèse et puis efficacité dans l'eau. Donc vous avez un atome d'azote central, ils sont tous basés sur cette même structure. Un atome d'azote central, puis 3 bras, puisque vous avez 3 liaisons possibles sur votre atome d'azote. Et puis on a mis des triazoles ici. Bon, ça aurait pu être autre chose, mais c'est juste pour la facilité de synthèse. En fait, pour la petite histoire, tout simplement, quand on veut synthétiser ces ligands, eh ben, on prend ici une structure qui a des liaisons triples, et puis on fait des réactions de chimie clique pour mettre cette partie-là, et cette partie-là, et cette partie-là. Okay, donc on utilise la réaction de clique pour faire des ligands pour la réaction de clique. Mais bon, ça peu importe, c'est de la chimie organique de synthèse, vous n'avez pas besoin de le savoir. Donc il y a ça, il y a 4 azotes, un atome d'azote central, 3 atomes d'azote qui, alors d'après ce qu'on sait, c'est surtout l'atome central du triazole qui va chélater le cuivre, et puis
des substituants sur le côté. Donc là, vous avez sur le BTTA interbutyl, et puis ici un acide carboxylique. Sur le BTTES, c'est un acide sulfonique. Sur le TBTA, c'est des phényles, etc. Donc, pour la petite histoire, le premier qui a été fait, c'est le premier en haut à gauche, le TBTA. Mais il a été fait pour, à l'époque en chimie, pour accélérer la réaction en solvant organique, mais il n'est pas du tout assez soluble dans l'eau, donc il ne marche pas bien dans l'eau. Ensuite, il y a le THPTA, où on a rajouté le groupement alcool pour pouvoir faire des liaisons hydrogènes pour améliorer la solubilité dans l'eau. Et puis ici, BTTA, on a mis un acide carboxylique, donc dans l'eau c'est chargé négativement, CO2-. BTTES aussi chargé négativement, c'est ici c'est SO3, SO3-. Okay. Et puis il y en a un encore plus récent là que j'ai pas remis parce que j'ai pas remis ma slide à jour cette année, mais il y en a un en fait, un nouveau, alors je ne sais plus l'acronyme, où c'est des sucres qu'on met, donc des glucoses qu'on met sur les triazoles, et là ça augmente vraiment encore plus la solubilité. Donc c'est sans doute ce nouveau là qui prendra l'ascendant dans les années à venir. Voilà, donc voilà l'idée sur la structure des ligands, ça ressemble à peu près à ça. C'est pas quelque chose que je vous demanderai. Donc, pour vous montrer sur un exemple comment on valide ce genre de choses, vous avez ici quelques courbes cinétiques. Donc la réaction, c'est on prend un alcyne. Alors là, ils ont pris un tout petit alcyne, c'était pour une première étape de validation. Fait réagir avec l'azoture sur une coumarine, donc des familles de fluorophores qu'on a vu ensemble, c'est assez fluorescent. Et puis réaction CuSO4 avec le ligand et l'ascorbate dans un tampon aqueux avec un petit peu de DMSO. Puis ils ont suivi l'avancée de la réaction. Vous voyez que quand il n'y a pas du tout de ligand, la réaction dans l'eau à ces concentrations-là, j'insiste bien pour vous dire, ces courbes-là ne veulent pas dire que, par exemple, le TBTA ou sans ligand, ça ne marche pas dans l'eau. Pas du tout. C'est à une concentration donnée, si vous modifiez, si vous augmentez les concentrations, ces courbes-là montent également. D'accord ? Mais là, c'est à la concentration qui a été choisie ici, pour montrer la différence de cinétique. Vous voyez que le TBTA n'est pas très efficace, le THPTA non plus, et ça c'est principalement dû à des problèmes de solubilité. Mais les deux derniers dont je vous ai parlé, BTTES et BTTA, augmentent largement la cinétique de la réaction. Donc là vous avez le rendement de la réaction, et puis en fonction du temps. D'accord ? Alors là, quand je vous ai copié cette figure-là, j'ai oublié de prendre la légende avec. On aurait pu discuter de la concentration. Mais bon, peu importe, on reverra ça sur certaines applications ensemble. Alors, donc on a maintenant une réaction qu'on appelle la CuAC, où on utilise un alcyne terminal et un azoture, quelques additifs, donc un catalyseur, un réducteur et un ligand. Okay. Et ça se passe dans le vivant. C'est des groupements qui réagissent très bien, très efficacement entre eux, et qui ne réagissent pas avec les fonctions du vivant, du moins très très peu. Donc ça en fait un très bon candidat pour une réaction de chimie bio-orthogonale. L'avantage de cette réaction, le petit plus si vous voulez, c'est que comme les deux étiquettes sont très petites, l'alcyne c'est petit, l'azoture c'est petit, et bien vous pouvez très bien imaginer d'inverser en quelque sorte la polarité de la réaction, c'est-à-dire soit vous pouvez mettre un alcyne sur votre biomolécule et puis un azoture sur autre chose, le fluorophore par exemple, si c'est un fluorophore que vous voulez mettre. Okay. Soit vous pouvez faire l'inverse, mettre l'azoture sur la biomolécule et l'alcyne sur le fluorophore. Okay. Les deux sont des possibilités tout à fait envisageables et qui d'ailleurs sont toutes les deux utilisées. Et en plus, vous pouvez même imaginer, pourquoi pas, faire des marquages doubles où on va utiliser les deux possibilités. Alors, juste un tout petit bémol
que je vous mentionne ici, mais sachez que c'est c'est un peu controversé et c'est très limité. On ne met pas en cause le fait que cette réaction soit une réaction bi-orthogonale, hein, c'est une bonne réaction bi-orthogonale. Mais bon, parfois les azotures peuvent être réduits par le glutathion in vivo, et donc la durée de vie des molécules de type azoture peut avoir une limitation dans certains cas. Bon, c'est relativement rare et on parle de dégradation sur plusieurs jours. Donc en général, ça n'a pas du tout d'impact sur le résultat, le résultat des expériences qui sont faites. Bon, je vous le mentionne quand même au cas où. Sachez que les azotures peuvent être réduits par certaines molécules in vivo. Un petit exemple où là je vais reprendre un peu mon fil rouge que j'ai pris dans la vidéo précédente, où là maintenant on va vraiment mettre des structures sur l'utilisation d'un rapporteur chimique de type sucre, de type monosaccharide. Donc voilà ce qu'on peut faire. Là vous avez un sucre qui est un acide sialique, ok, mais c'est pas l'acide sialique naturel, c'est un acide sialique sur lequel on a rajouté un groupement alcyne qui est ici. Et donc ce sucre-là, on va l'appeler le cyanal, cia pour sialique, N c'est pour l'azote que vous avez ici, et al pour l'alcyne. Donc voilà votre rapporteur chimique. Et si vous faites la première étape d'incorporation métabolique, donc ce rapporteur chimique, évidemment, il faut le synthétiser, la synthèse de ce type d'outil, voilà, ça prend quelques étapes, c'est pas si simple que ça, c'est pas vraiment la synthèse qui est compliquée, mais c'est surtout la purification pour ce type de molécules-là, je vais dire. Bon, en gros, vous avez donc il y a deux étapes de synthèse. Simplement, on part de la N-acétylmanosamine, de la manosamine, pardon. On va mettre la chaîne ici sur la manosamine, et ensuite on va faire une réaction enzymatique en utilisant une aldolase qui va convertir la manosamine en acide sialique en condensant une molécule de pyruvate dessus. Bref, c'est juste la manière dont cette molécule-là peut être faite pour vous dire que c'est un petit peu compliqué en termes de technique, mais c'est tout à fait faisable par à peu près n'importe qui, même si c'est pas des chimistes organiciens de métier. Et c'est relativement peu coûteux et simple. En plus, vous avez des rapporteurs comme ça de nos jours qui sont commerciaux. Alors pas celui-ci, mais d'autres sucres, par exemple, qui portent des azotures ou des alcynes. Vous pouvez les acheter, ils sont commerciaux. Donc si on prend ce rapporteur chimique, qu'on le met, il rentre dans la cellule, parce que les acides sialiques sont capables de rentrer dans la cellule de manière native comme ça. Il n'y a pas besoin de faire toute la première partie de la voie métabolique, mais en fait, comme c'est un acide sialique, il va directement être translocalisé dans le noyau, ici. Il y a une première enzyme qui va l'activer, qui va greffer un groupement CMP sur la position anomérique qui est ici. Et puis ce CMP-SIA va ensuite être envoyé dans l'appareil de Golgi, et des glycoprotéines en cours de maturation dans l'appareil de Golgi vont réagir par le biais d'une enzyme qu'on appelle une sialyltransférase avec ça. Okay, comme si c'était un acide sialique naturel en quelque sorte. Parce que vous avez introduit ici une modification chimique qui est très petite par rapport au sucre normal. Normalement, il y a un CH3 ici. Là, on a juste rajouté 3 atomes. C'est pas très encombrant, ça modifie pas grandement les propriétés du sucre. Et donc, il est reconnu comme si c'était la molécule endogène. Donc, vous avez en quelque sorte piraté la voie métabolique de la cellule. Et vous avez introduit comme ça des groupements alcynes sur des molécules qui sont biosynthétisées. Donc votre glycoprotéine qui vient d'être biosynthétisée par la cellule, elle est ensuite envoyée là où elle doit être envoyée,
Prenons l'exemple d'un cas où c'est une glycoprotéine qui est envoyée à la membrane, voilà, et vous avez donc vos alcynes exposées à la surface de la cellule. Donc ça, c'est la première étape d'incorporation métabolique. Deuxième étape, on va faire les réactions de clic. Puisque vous avez maintenant des groupements alcynes dans votre cellule, on va pouvoir faire une réaction de CuAC, comme celle qu'on vient de voir, et réagir spécifiquement sur ces alcynes. Les azotures ne réagissant pas avec autre chose dans la cellule, on va avoir quelque chose de très spécifique, puisque vous réagissez uniquement avec les groupements synthétiques que vous avez introduits. Donc il y aura très peu de bruit de fond. Alors ici, dans cet exemple, je vous ai pris un fluorophore de type rhodamine, voilà, sur lequel on a mis un petit braille spacer, 3 PEG, et puis un azoture au bout. On envoie ça, on met du CuSO4, de l'ascorbate et un ligand, le BTTAA, puis ça va venir réagir avec vos groupements alcynes. Et donc vous aurez lié de manière covalente et très solide, parce que ces groupements triazoles sont très robustes et pas hydrolysables, et vous aurez ainsi lié vos fluorophores à la molécule que vous vouliez marquer. Puis évidemment, comme troisième étape, vous allez faire votre mesure, votre visualisation. Donc si vous prenez le cas où votre visualisation doit se faire par microscopie confocale en fluorescence, vous allez prendre vos cultures sel, vous allez monter des lames de microscopie avec et vous allez l'observer directement. Donc premier exemple, vous avez ici, premier exemple concret, hein, vous avez ici un résultat d'imagerie cellulaire. Alors pas avec le même sucre, je vous ai mis juste l'acide sialique à la slide précédente pour simplifier le propos. Mais ici vous avez des résultats avec le précurseur métabolique, donc là vous avez la N-acétylmanosamine qui a été transformée en mannal, donc on a introduit un alcyne. Alors c'est pas l'acide sialique, mais c'est le précurseur métabolique, on voit le même résultat au final, si vous voulez, pour simplifier les choses. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais je ne vais pas rentrer dans des considérations trop détaillées. Donc on a introduit ce sucre dans la cellule, qui est transformé lui-même en acide sialique, puis qui suit la voie de métabolisation que je viens de vous indiquer. Et puis, à un instant T, on a stoppé la culture cellulaire en fixant les cellules. D'accord ? Donc ici, vous avez l'exemple, je vous ai pris le plus beau en fait, hein. Vous avez l'exemple à 16 heures, où vous voyez très bien qu'il y a un gros pool de marquage qui est autour du noyau. Donc c'est dans l'appareil de Golgi, ça. Hein. Si vous mettez un comarqueur appareil qui est spécifique de l'appareil de Golgi, comme un anticorps qui va se localiser dans le Golgi, vous voyez qu'il y a une colocalisation parfaite avec le Golgi. Mais vous avez aussi un pool de marquage à la membrane. Regardez, il y a des membranes les membranes des cellules sont marquées. Et puis vous avez aussi un pool de marquage vésiculaire, des petits points comme ça, qui est beaucoup plus faible, mais qui est néanmoins est là. Donc on peut observer sur cette image de microscopie là qu'il y a en fait 3 grandes sous-localisations de votre marquage dans la cellule. Évidemment, en bleu, là, vous avez le DAPI comme d'habitude. Alors, le marquage de l'appareil de Golgi, voilà, il est un peu évident, on le connaît, le marquage de la membrane aussi. Et là, pour vous illustrer un peu ce qu'on peut faire en combinant les réactions bioorthogonales avec les réactions de bioconjugaison classiques qu'on a vues au chapitre 2, je vous montrer comment on peut faire une colocalisation, par exemple. Donc là, vous avez 2 lignes. Okay, donc c'est des images qui sont des zooms des images qu'on a vues à la slide précédente. Vous avez 2 lignes. Donc dans la première ligne que j'ai entourée ici en rose, vous avez en rouge le marquage avec la chimie bioorthogonale sur le sucre, okay, donc avec la réaction de CuAC, et vous avez en vert l'utilisation d'une protéine qui va spécifiquement se placer dans les lysosomes à l'intérieur de la cellule, qu'on appelle LAMP2.
Donc c'est une protéine qui va se localiser vraiment dans les lysosomes. Okay, donc ça c'est une première ligne. Deuxième ligne en vert, on a fait la même chose, mais le marquage rouge c'est toujours celui avec le sucre, mais le marquage vert cette fois c'est pas LAMP2 mais c'est EEA1. Donc EEA1 c'est un anticorps qui lui reconnaît spécifiquement les endosomes précoces. D'accord ? Donc la question biologique ici, c'est de savoir, est-ce que votre marquage vésiculaire qui est dans les cellules que vous avez ici correspond plutôt à des lysosomes ou correspond plutôt à des endosomes? Ok, ça c'était une question cruciale sur le projet en question. Et donc la réponse est ici assez évidente. Je vous laisse quelques secondes d'ailleurs pour essayer d'interpréter ça par vous-même. Et puis je vous donne la réponse juste après. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez trouvé par vous-même déjà, mais bon, je ne vais pas attendre non plus 3/4 d'heure. Vous pouvez faire pause si vous voulez réfléchir plus. Donc ici, vous avez le marquage vert correspond à LAMP2. Et vous voyez qu'il y a un marquage ici, ici, etc. Vous avez le même marquage en rouge. Ok. Et quand vous superposez les deux canaux, le canal vert et le canal rouge, vous voyez que, par exemple ici, vous avez une colocalisation, c'est en orange, la superposition du rouge et du vert. Pareil ici, etc., etc. En revanche, sur la ligne du dessous, vous n'avez aucune colocalisation entre l'anticorps qui est dans les endosomes et votre marquage rouge. Si vous regardez, vos points verts ne correspondent pas du tout à vos points rouges. Donc cette figure vous montre que le marquage de type vésiculaire qu'il y avait dans cette slide-là, okay, dans ces cellules-là, eh bien, correspond à des lysosomes. D'accord ? Il ne correspond pas à des endosomes. Ce qui veut dire que les glycoconjugués que vous observez, qui ont été biosynthétisés et qui sont visualisés dans ce pool-là, sont dans des lysosomes. Alors si vous voulez discuter de ce que ça veut dire biologiquement plus tard, en fait, on a montré comme ça certaines étapes de la voie métabolique des acides sialiques. En fait, les glycoprotéines qui portent des acides sialiques sont recyclés, ils ont une certaine durée de vie à la membrane, et puis ensuite ils sont réinternalisés, et ils sont dégradés à l'intérieur des lysosomes. Et il y a un transporteur précis qui s'appelle la syaline, qui est crucial, et ça c'était dans le cadre d'une étude d'une maladie, d'un type de maladie qu'on appelle des déficiences congénitales de glycosylation, où on montre qu'en fait dans le cas d'une déficience de syaline, donc cette maladie-là spécifiquement c'est la maladie de SALA, eh bien les glycoconjugués sont piégés dans les lysosomes. Bon, bref. Ça c'est juste pour vous illustrer le fait que depuis pas mal de temps je vous montre des réactions chimiques et des outils, mais il ne faut pas oublier que ces réactions chimiques et ces outils ont pour but derrière de répondre à des questions biologiques. Alors ça peut être en recherche, ça peut être en développement, ça peut être en diagnostic ou ça peut être en thérapeutique. Donc ça c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est voilà, pour varier un petit peu les plaisirs, j'ai choisi de vous montrer ici un peu de biologie végétale. Alors, la lignine, je sais pas si je suppose que vous avez déjà entendu parler de la lignine, c'est un des biopolymères les plus présents sur Terre, après la cellulose, et c'est un des principaux constituants du bois. Il y en a dans énormément de végétaux, pratiquement tous les végétaux, il y en a d'ailleurs. Pourquoi je vous parle de ça ? La lignine, en fait, c'est une molécule qui a un impact économique énorme, mais vraiment énorme. Le marché qui est lié à la lignine, que ce soit de manière directe ou indirecte, est vraiment colossal.
Alors la lignine, ça peut être positif ou ça peut être négatif selon les domaines du marché dans lequel vous êtes. Par exemple, si vous voulez faire du bois de chauffage, plus il y a de lignine, mieux c'est. Et si vous voulez faire des fourrages pour animaux, moins il y a de lignine, mieux c'est. Si vous êtes dans l'industrie de la pâte à papier, moins il y a de lignine, mieux c'est, puisqu'il faut séparer la lignine de la cellulose. Si vous êtes dans les biotechnologies, pour faire des matériaux composites qui se basent sur la biomasse, plus il y a de lignine, mieux c'est, etc., etc. Donc ça dépend des domaines d'application, mais toujours est-il que la lignine a une importance, qu'elle soit positive ou négative. Et le problème, c'est que son processus de biosynthèse est encore relativement mal connu. Il y a certaines... on connaît les grandes étapes, on sait quand même pas mal de choses sur la lignine, mais la manière dont sa biosynthèse est régulée, que ce soit dans le temps, c'est-à-dire à quel stade de développement de la plante la lignine va être biosynthétisée, ou que ce soit dans l'espace, c'est-à-dire dans la plante, dans quel tissu, dans quel type de cellule, dans quel type de couche de la paroi de cette cellule, etc. etc. Excusez-moi. Il y a plein de choses qui sont encore inconnues sur comment la biosynthèse de la lignine est régulée. Alors la lignine, vous connaissez peut-être déjà sa structure si vous l'avez vue. Si vous ne l'avez jamais vue, elle est ici. C'est un espèce de polymère assez immonde. On a toujours du mal à représenter la lignine parce que c'est formé de 3 blocs. Vous avez des monolignols qui sont ici. Donc ça c'est un premier monolignol qui s'appelle l'alcool paracoumarylique. Vous avez ici le deuxième. Là vous voyez qu'en fait sur chaque monolignol vous pouvez ajouter des méthoxy. Donc là il y a un méthoxy. Là il y a deux méthoxy. Donc ça c'est l'alcool coniférylique. Et là c'est l'alcool synapylique. En cours dans la lignine, pour pas dire ces noms à chaque fois, on va appeler ça des unités H, G et S. Bon, ça c'est juste pour faire le lien avec des cours de biologie végétale si vous en avez eu ou si vous en avez en ce moment, je ne sais pas. Et donc nous on va utiliser notre réaction de CEAC pour étudier la lignine, la métabolisation de la lignine. Donc on prend une plante et puis on a synthétisé un rapporteur chimique. Alors, vous voyez là, je me suis basé sur l'alcool coniférylique et puis j'ai simplement rajouté un CH2 alcyne. Donc on a introduit un groupement alcyne sur un monolignol. Le monolignol qui est une brique de base qui est métabolisée par la plante pour faire la lignine. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend notre plante. Alors là vous avez je ne sais plus laquelle c'est celle-là, mais ça doit être de l'Arabidopsis. On l'incube, on peut mettre la solution dans une solution de gélose, où on peut incuber la plante complète, etc. avec une solution du rapporteur chimique pendant un certain temps. Puis la plante va absorber ce rapporteur et va l'utiliser pour biosynthétiser sa lignine. Okay ? Et vous aurez ainsi introduit des groupements alcynes dans la plante. Ça, c'est la première étape, donc toujours notre étape 1 d'incorporation métabolique. Et puis une fois que ça c'est fait, deuxième étape, on va faire réagir un fluorophore et donc on va balancer. Alors là, je vous ai pas remis tous les réactifs, mais on met notre fluorophore azoture qui va réagir avec les alcynes. Et puis, comme tout à l'heure, il faut évidemment en même temps CuSO4, ascorbate et puis un ligand comme le BTT-AA par exemple. Okay ? Et si vous faites ça, vous allez donc venir greffer spécifiquement vos fluorophores sur les positions qui ont incorporé un groupement alcyne. Donc voilà ce que ça donne. Alors on va pas la commenter en détail cette figure-là, mais on pourra en discuter pendant la séance en live si vous voulez.
Vous avez ici une vue qui est assez lointaine du xylème de la plante. Donc là, en fait, tout ça, c'est le tissu de la plante. Par ici, c'est le phloème, etc. Vous avez ici quelques fibres. Et ça, c'est le xylème secondaire. Et vous voyez qu'en fait, votre signal rouge, il est spécifiquement situé dans les parois cellulaires des cellules du xylème secondaire. Et plus la cellule est jeune, alors là, comment je vais faire pour vous... Alors, attendez, je vais juste faire ça. Je vais prendre un petit stylo. Je ne vais pas le mettre en rouge, sinon on va rien voir sur la figure. Voilà. Donc là, en gros, votre cellule, il y a le centre qui est ici. Votre cellule, pardon. Votre plante, en fait, on l'a coupée. On a fait des coupes de la tige. Ok. Donc, en gros, vous avez ici votre plante. Hop, on a fait des micro-coupes de ce type-là. Tac. Ok. Et on observe ça au microscope, vu du dessus. Décidément, j'ai pas fait le bon choix de couleur. Excusez-moi. Hop, comme ça. Ok, donc on a fait des coupes comme ça. Tac. Et ensuite, on a mis ça au microscope. Et là, on est en train de les regarder. Vue du dessus. Alors, j'ai commandé une tablette graphique pour pouvoir faire des cours comme ça. Là, je suis en train de faire ça avec le trackpad de mon ordi. Donc, évidemment, mes dessins vont pas être terribles. Ok, donc là, on voit ça vue du dessus. Donc, vous avez en gros le centre qui est creux ici de votre coupe. Vous avez ici différentes couches, ok, de votre coupe. Et puis donc vous avez l'épiderme qui est par là. Ok, vous avez le phloème par là, etc. Puis ce qui nous intéresse, c'est le xylème qui est ici. D'accord. Et donc on voit que votre signal rouge, il est situé uniquement dans les parois des cellules du xylème. Mais il est plus intense ici qu'il n'est intense ici. Vous voyez ? Et là, on le voit très bien si on change notre manière de représenter les choses. C'est pour ça que je vous ai mis aussi cette figure-là à droite. Là, on a l'observation directe en rouge de notre fluorophore, rouge. Mais ici, on a mis une échelle de couleurs. Okay, j'aurais peut-être dû vous mettre la légende avec. C'est pas grave. Donc cette échelle de couleurs, c'est noir, il n'y a pas de signal. Bleu foncé, il y a très peu de signal. Bleu clair, il y a peu de signal. Jusque vert, vert clair, il y a plus de signal. Et jaune, il y a le signal maximum. Okay, c'est une échelle de couleurs. Et donc c'est exactement la même image. Simplement, on a mis une échelle de couleurs en fonction de l'intensité de fluorescence. Et donc on voit bien qu'en fait, votre incorporation, elle se fait beaucoup plus dans les cellules qui sont plus jeunes. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces cellules, enfin, pourquoi elles sont plus jeunes ? En gros, les cellules se développent dans ce sens-là. Okay, donc là, à l'intérieur, vous avez des cellules du xylème qui sont plus anciennes. Et là, vous avez des cellules qui viennent de se différencier, qui sont plus jeunes. Donc ça veut dire que ces cellules-là produisent beaucoup plus de lignine à l'instant T où vous faites votre incubation. Okay, donc ça, dans le domaine, c'est une avancée assez importante puisque c'est la première méthode qui a permis de visualiser la lignine de manière dynamique. C'est-à-dire qu'il y avait des méthodes avant qui permettaient de faire de la microscopie sur la lignine, mais qui ne vous permettaient de voir que toute la lignine présente dans la plante. Okay, donc depuis toute la lignine biosynthétisée depuis le début de la vie de la plante. Ici, pour la première fois, on a une méthode qui nous permet de ne visualiser que la lignine qui est en train d'être biosynthétisée pendant votre étape d'incubation, et donc de la différencier de la lignine préexistante. Et donc ça, c'est la première fois qu'on avait une méthode comme ça, et ça permet d'aller beaucoup plus loin dans l'interprétation des résultats et dans ce qu'on peut en tirer sur la dynamique de la biosynthèse de lignine selon différentes problématiques, que ce soit l'espèce, le tissu, que ce soit des conditions de stress, etc. etc. Okay, donc on va en tirer des infos sur
quels sont les paramètres qui influencent, qui contrôlent la biosynthèse de la lignine. Donc voilà, vous avez ici un deuxième exemple de la CUAC. Je vous ai choisi un exemple sur des cellules humaines, un exemple sur des plantes. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette réaction et on va voir dans la prochaine vidéo une deuxième réaction qu'on appellera la SPAAC.